bonjour à toutes et tous, plutôt toutes d'ailleurs me semble-t-il, vous êtes un peu plus nombreuses que nombreux. Merci d'être là, je suis Jean-Jacques Perrier, j'aurai le plaisir de vous accompagner durant cette heure de table ronde, consacrée à un sujet un petit peu intriguant, peut-être la place des nouvelles technologies dans la protection des écosystèmes et le changement écologique des modes de production. Donc tout un programme. Alors peut-être pour recadrer en deux mots et d'introduction ce sujet, on pourrait peut-être parler de transition écologique. La transition écologique étant, comme vous le savez, une transformation de nos modèles de consommation de production et plus largement nos rapports au vivant, on va dire, et donc le changement des modes de production et de la protection des écosystèmes font partie, on va dire, de la transition écologique. Alors le vrai sujet, c'est les nouvelles technologies. Mais est-ce que le terme nouvelle convient? Parce que finalement, est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que des technologies qui ne sont pas nouvelles pourraient avoir un rôle dans la transition écologique? Et puis le premier terme, c'est la place. Qu'est-ce que veut dire la place? Ça veut dire à côté de quoi? Mettons les nouvelles technologies ou les technologies. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elles ont un rôle à jouer? Qu'elles ont des solutions à proposer? Est-ce que ces solutions éventuellement doivent être accompagnées? Voilà, ce genre de questions qu'on va discuter cet après-midi. Et on va commencer tout de suite. Alors vous aurez évidemment la parole tout à l'heure, mais on va commencer d'abord par nos intervenants et que je vais vous présenter au fur et à mesure. On va commencer par Isabeau Beignet, qui est étudiante et présidente de l'association étudiante Green Wave. Alors Isabeau, peut-être en quelques mots, commencez par vous présenter et nous dire comment vous réagissez un peu à ce sujet, votre sentiment un petit peu général sur cette problématique de la place des nouvelles technologies dans la transition écologique. Merci beaucoup. Donc oui, Isabeau Beignet, je fais partie de Green Wave Sorbonne et je suis étudiante en littérature comparée en master. Donc a priori absolument aucun rapport avec les nouvelles technologies. Donc quand j'ai appris le sujet, j'ai très scolairement été regarder la définition de technologie. Donc techné, logos, tout ça. Premier sens, la science, l'étude des techniques. Et j'ai l'impression que quand on parle de nouvelles technologies, qu'on parle plutôt des technologies de pointe, effectivement, qui utilisent des procédés modernes. Et donc, moi, c'est vrai que quand j'ai vu le sujet, je me suis surtout demandé plutôt que est-ce que les nouvelles technologies de pointe ont une place dans cette transition écologique? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt penser en termes d'une nouvelle technologie, un nouveau regard sur la technique, une nouvelle façon d'aborder les sciences des techniques, qui aurait un regard critique là-dessus et qui réenvisagerait d'autres techniques, pas forcément nouvelles, mais différentes, pas forcément des technologies de pointe, mais d'autres techniques pour aborder la transition écologique. C'est mon sentiment général. Ok, merci. On va demander à Raphaël son avis aussi. Et présentez-vous, Raphaël. Oui, bonjour, donc Raphaël Gutière. Moi, je travaille actuellement à l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. Avant ça, j'ai fait une thèse de doctorat en biogéochimie, donc sur le cycle du carbone notamment. Et oui, pour rebondir sur ce que dit Isabeau, effectivement, nouvelle technologie, on pense de manière un peu réflexe forcément au high-tech. Mais la technologie en général, ça peut aussi être low-tech, notamment avec le concept d'innovation frugale. Et là, sur la question de nouvelles aussi, ça m'interroge un peu parce qu'il y a beaucoup de technologies qui sont très vertueuses, qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore suffisamment déployées, finalement approfondies. Et je pense que le gros de l'innovation, c'est plutôt de la redécouverte et de l'approfondissement de technologies déjà existantes. Et ensuite, je pense que pour bien appréhender la place justement de ces technologies et plus généralement tout ce qu'on peut faire sur la question de cette transition, il faut avoir préalablement acquis une vision systémique de la problématique et des enjeux du système de la biosphère, et notamment avec des logiques d'ACV dont on aura peut-être l'occasion de parler, mais aussi de... ACV peut-être préciser, Raphaël. Oui, ACV, analyse de cycle de vie, c'est ce qui permet d'envisager une technologie ou un produit sur toute sa chaîne de production avec tout son impact environnemental, sa consommation en ressources, en énergie, son impact carbone, etc., jusqu'à la fin de vie de l'objet ou du service, son éventuel recyclage, etc. Ok, merci. Alors Pierre Véco, à vous la parole aussi pour une première réaction à ce sujet.
Merci beaucoup. Alors Pierre Véco, j'ai obtenu une thèse de doctorat en géochimie organique il y a 1 an. Le but de mon doctorat, c'était d'étudier les climats passés. Et après l'obtention de cette thèse, j'ai créé avec mon associé Guillaume Golding un bureau d'études en ingénierie écologique. Donc on aura l'occasion d'en reparler et de définir ce que c'est exactement. Et par rapport au sujet, alors les nouvelles technologies, le premier axe que je vois à ça, je vous rejoins tout à fait sur tout ce qui a été dit, hein, c'est aujourd'hui le changement global d'origine anthropique. On sait qu'il est en partie, voire en totalité, dû à ces technologies, ou à une partie de ces technologies. Et donc la place des nouvelles technologies en réponse dans la transition écologique, c'est savoir est-ce que l'on peut solutionner un problème par la cause de ce problème. Donc ça, c'est un débat à part entière. Voilà. Ok, donc d'emblée, une réflexion un peu critique, on va dire, on va peut-être y revenir. Thibaut Sauret, alors à vous la parole aussi, pour un mot sur ce thème. Merci. Moi, c'est Thibaut Sauret, je suis CEO et cofondateur d'une boîte qui s'appelle WorldSense. De mon côté, je suis entièrement d'accord avec beaucoup des points. Je pense. Peut-être vous présenter d'abord, dire votre parcours en deux mots. Mon parcours, j'ai fait des études en commerce, puis je suis passé côté biodiversité et santé écosystémique avec un master. J'étais chief of staff dans une boîte qui est passée de 50 à 750 employés pendant 5 ans avant de monter ma propre entreprise. Donc, qui s'appelle WorldSense. WorldSense. Okay. C'est ça. Donc, pour compléter, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà tout ce qui est réduction, qui est le sujet qu'on a pour l'instant le plus abordé. On sait maintenant que la réduction seule n'est plus assez, malheureusement. On a passé un cap aujourd'hui où il faut déjà faire tout ce qu'on peut pour réduire. Et ensuite, au-delà de ça, il va falloir trouver des méthodes pour créer des puits qui vont nous aider à absorber du carbone en excès dans l'atmosphère. Si on a envie d'avoir une chance d'être à 1,5, il n'y a plus le choix. 2 degrés, je pense qu'il n'y aura pas le choix non plus. Parce que ça fait on est maintenant sur la COP 27, ça fait 27 COP qu'on est censé réduire quand même. Et on n'a pas encore réussi. Donc l'enjeu principal, c'est la réduction. Il y a un deuxième enjeu qui est ensuite comment est-ce qu'on crée des puits carbone pour absorber ce qu'on n'arrive pas à réduire. Et donc là, il y a des solutions naturelles, notamment la nature, mais il va aussi avoir des solutions autres qui vont devoir être développées, parce qu'on sait que les puits naturels en carbone ne seront pas suffisants pour absorber l'excès en carbone qu'on produit, même si on fait de la restauration à échelle mondiale. C'est approximativement 30% de la solution. Donc d'où viennent les 70% d'autres? Okay. On va peut-être y revenir. Mais alors je reviens un peu sur les points que vous avez mentionnés, en particulier le point, Pierre, que vous avez soulevé. Finalement, les technologies sont la cause des problèmes qu'on essaie de solutionner par les technologies. Mais en fait, si on regarde un peu les technologies, qu'est-ce qu'on a comme technologie? On a celle que l'on peut penser, la génétique, la génomique, la protéomique pour les biologistes. Il y a l'informatique, évidemment, l'intelligence artificielle, l'imagerie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La télédétection, enfin, on pourrait allonger la liste comme ça. L'ingénierie écologique dont vous parliez, ou les techniques de restauration des écosystèmes. Voilà. En quoi c'est finalement ces technologies que je viens de citer sont-elles la cause des problèmes qu'on a commencé un peu à soulever, entre autres les problèmes climatiques? Peut-être qu'on va refaire un petit tour de table. J'aimerais que vous exploriez peut-être un peu ça. Alors, en parlant un petit peu de vos activités aussi, c'est-à-dire essayant de voir comment vos activités contribuent finalement à répondre à cette question globale. Comment arriver à actionner une vraie transition écologique, hein, ce que disait Thibaut à l'instant, finalement trouver des solutions. Est-ce que les technologies, dont celles que j'ai citées, peuvent intervenir? Et comment vous voyez vos activités par rapport à cette question de la place des technologies? Alors Isabeau, vous avez commencé par dire que vous n'étiez pas une spécialiste de ce sujet, mais j'imagine qu'en tant qu'association étudiante, vous faites appel à des outils numériques, par exemple, aux réseaux sociaux, qui sont quand même des outils technologiques. Est-ce que vous pouvez développer? Alors, comment est-ce que, finalement, la sensibilisation, vous la voyez aujourd'hui à l'ère du numérique, des réseaux sociaux? Est-ce que c'est un outil qui, pour vous, est absolument essentiel? Comment vous voyez cette question de la sensibilisation finalement, de vos collègues étudiants et puis de leur famille autour de ça? Merci beaucoup pour cette question. Avant de répondre
plus précisément sur notre rapport avec donc, les technologies, le numérique, j'aimerais bien parler un petit peu de notre rapport à la technique tout court, puisque dans notre association, nous avons des projets comme le potager collaboratif ou les ateliers qu'on appelle des ateliers DIY, do it yourself, qui visent à réduire notre production de déchets. Donc ce sont des toutes petites choses qui ne touchent pas énormément de monde, mais qui impliquent vraiment les participants en fait, dans une technique, en fait, finalement, dans le premier sens du terme, qui est donc en fait, cette espèce de... Alors j'ai plus la définition en tête, mais de médiation entre l'homme et la nature, en fait, le fait de créer quelque chose, en fait. Donc dans le cas du potager, c'est dans le fait de produire soi-même sa propre source d'alimentation. L'atelier DIY, c'est une forme de bricolage, en fait, finalement, pour essayer de créer des choses à partir de matériaux de récupération pour produire moins de déchets. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas à quel point on peut dire que ça s'inscrit dans une transition écologique globale, vu que l'impact est très faible, mais ça permet déjà de s'impliquer de façon ludique dans cette transition écologique, d'avoir un point de vue dessus qui est plus... comment dire oui, de créer un rapport plus sympathique en fait avec cette transition écologique. Ça crée de l'engagement en fait finalement. Et donc je pense qu'en fait ce sont ces techniques qui peuvent sembler basiques en fait qu'il faut déjà réhabiliter en fait, avec lesquelles il faut recréer un lien qu'on a perdu depuis longtemps, justement parce qu'on s'est éloigné de cette technique première à la suite de l'évolution de ces technologies en fait finalement. Et ensuite, donc, pour la deuxième partie de la question, notre lien avec les technologies donc, numériques par exemple, effectivement, la communication est un gros enjeu pour notre association. Ça a été particulièrement le cas par exemple au niveau du Covid. Donc, il y a 2 ans, je venais tout juste d'entrer dans l'association, mais bam, deuxième confinement, on ne peut absolument rien faire en fait avec les gens en présentiel. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que finalement notre pôle communication au sein de l'association en fait s'est dit bon, on va quand même continuer à faire des choses. Et donc on a commencé à énormément communiquer, à faire beaucoup de publications, à utiliser les outils de création de publications pour Instagram, pour Facebook. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a commencé à avoir donc, de plus en plus d'abonnés. Donc, on n'est pas des influenceurs, mais par contre, effectivement, oui, je pense qu'aujourd'hui, ces médias, ces nouvelles technologies sont un véritable enjeu sur lequel il faut pas écarter. Des enjeux un peu ambigu parce qu'on essaye de toucher, finalement, de sensibiliser, même si le terme est un peu problématique, des gens par le biais d'une technologie qui elle-même est problématique au niveau de son impact carbone, parce que les serveurs nécessaires pour supporter les réseaux sociaux qu'on utilise sont incroyablement émetteurs. Donc voilà, nous, notre enjeu, c'est finalement essayer de faire les choses à notre échelle, qui est très petite, avec à la fois recréer un lien avec des techniques avec lesquelles on s'est finalement mis à distance, et mettre à profit donc, ces technologies numériques dans une perspective vertueuse, si on peut dire. Ok, Greenwave, ça concerne l'ensemble de Sorbonne Université, ou vous êtes plutôt fac de lettres, ou est-ce que vous êtes... C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, excusez-moi. Alors, historiquement, on est vraiment rattaché à la fac de lettres. On est une association qui existe depuis 2016-2017, donc avant la fusion avec le campus Pierre et Marie Curie. Aujourd'hui, on touche l'ensemble de l'université avec notre collègue de l'association LUPA, les universitaires plantes alternatives, qui, eux, sont historiquement rattachés à la fac des sciences. Voilà. Ok, merci beaucoup Isabeau. Alors Raphaël, même question. Alors c'est une question un peu complexe finalement pour peut-être parler un peu de vos activités pour essayer qu'on comprenne bien finalement le cheminement de votre réflexion. J'ai déjà envie de rebondir sur plein de choses là. Déjà peut-être une première chose par rapport à notre collègue Isabeau, c'est que finalement ça fait très longtemps que scientifiquement, on va dire d'un point de vue technique et technologique, et je pense que c'est important d'avoir la nuance entre les deux, finalement on sait ce qu'il faut faire. Les réponses et l'action, ça se place finalement plus du côté des sciences humaines et sociales et de l'acceptabilité de cette transition, plutôt que sur les moyens techniques et technologiques qu'on a pour réaliser cette transition. Donc je pense que c'est des enjeux
C'est des enjeux énormes de votre côté, et c'est là que se placent les principaux leviers. Ensuite, sur peut-être la nuance, parce que dans la question, justement, il y avait à la fois des exemples de technique et des exemples de technologie. Pour moi, la technologie, ça va vraiment être quelque chose de l'ordre de l'outil, alors que la technique, ça va être plutôt du savoir-faire. Et par exemple, l'exemple de l'ingénierie écologique, c'est vraiment comprendre le système et le fonctionnement d'un écosystème et son éventuelle dynamique d'évolution pour pouvoir l'appliquer et s'en servir sur des notions de biomimétisme que tu pourras, je pense, développer mieux que moi. Et donc, sur l'aspect technologique, moi, là où je peux être un peu, peut-être pas critique, mais en tout cas un peu précautionneux, c'est de pas rentrer, enfin, là où je trouve que ça peut être dangereux, c'est de rentrer dans le mythe un peu du technosolutionnisme. Et c'est-à-dire qu'à la fois, la technologie en elle-même peut ne pas être aussi vertueuse que ce qu'on parfois on nous tend à croire, à nous faire croire. Donc il faut être bien précautionneux sur mesurer les enjeux, mesurer le bénéfice-coût, mesurer l'ACV éventuellement et les impacts sociaux, mais aussi sur le mythe que ça suggère et la croyance de se dire que finalement la technologie va pouvoir nous sauver sans avoir besoin de faire vraiment plus d'efforts que ça. Je pense que ça, c'est un vrai problème dans les consciences collectives, de se dire que finalement, les petites mesures individuelles ne comptent pas tellement, il n'y a pas besoin de se serrer la ceinture, parce que finalement, on a un Elon Musk qui va réussir à solutionner tout avec ses super batteries et son énergie infinie, etc. Mais en même temps, ici, on est dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin, journée d'entrepreneuriat, donc c'est le monde de l'entreprise, et les entreprises, elles vivent aussi d'idées et de technologies. Donc comment les entreprises participent à ce mouvement si finalement on dit que les technologies n'ont pas de solution à proposer finalement? Je vais recentrer sur du coup mon ancienne casquette. Donc avant d'être à l'Institut de la transition environnementale, j'étais dans une structure de transition agroécologique et énergétique, dont j'étais le directeur scientifique et aussi le directeur du pôle innovation. Donc c'était à Hectare, le projet Hectare, et dans lequel justement j'avais moi à sélectionner les projets de start-up, les projets d'innovation, du coup d'entrepreneuriat, et dans lequel je m'appliquais pour faire cette sélection, à avoir des critères bien précis et rigoureux de durabilité écosystémique, de justice sociale, parce qu'évidemment, par exemple, si on prend l'exemple d'innovation et de technologies qui pouvaient être proposées, si on prend l'exemple de robots dans l'agriculture, effectivement, si on a un robot qui remplace 100% un être humain et qui supprime par là même du travail, j'ai envie de dire, c'est une fausse bonne idée, quoi. On n'a pas coché toutes les cases, clairement, c'est pas forcément vraiment vertueux. Alors qu'on a des robots qui peuvent, sur un autre concept, venir juste assister et réduire la pénibilité de l'agriculteur, par exemple. Et là du coup, ça augmente la qualité de vie et on a un vrai bénéfice. Et on a, après, il y a toute une diversité de gammes de technologies et d'innovations sur la semence, la génétique, comme on l'a dit tout à l'heure, les biostimulants, les capteurs et aussi éventuellement le recyclage de la matière organique, dont tu pourras aussi parler. Notamment, je pense à Toupi, qui est une start-up qui grandit beaucoup et qui est sur le recyclage de l'urine. Il y en a aussi qui recyclent les cheveux. Donc, pensez aussi, et là, c'est ma casquette plus de chercheur en biogéochimie, que le concept même de déchets dans la nature n'existe pas. Donc, tout est voué normalement à se recycler dans la nature. Et le concept de déchets, c'est vraiment propre à l'homme et à l'utilisation qu'on fait de tous les matériaux qu'on a à notre disposition. Okay, merci Raphaël. Alors, on va parler d'entreprise. Alors Pierre, vous êtes à la tête d'une entreprise. Peut-être pour reprendre cette question avec ce que vous développez au sein de votre entreprise, peut-être l'ingénierie écologique, et essayer peut-être de donner un peu des exemples de ce que ça signifie. Et ça permettra de répondre à la question qu'on a posée. Tout à fait. Donc avec mon associé, on a créé un bureau d'études en ingénierie écologique. En fait, le but de notre entreprise, c'est d'accompagner la transition écologique des organisations, des entreprises et des collectivités. Alors avant toute chose, on oublie souvent ce qu'est la transition écologique. La transition écologique telle que définie à l'origine, c'est pas juste l'environnement. C'est l'environnement, le social et sociétal dont tu as parlé, et aussi l'économique. Parce qu'il faut assurer la survie de nos organisations, de notre société dans son ensemble. Donc accompagner la transition écologique d'un organisme, c'est pas juste travailler sur l'environnement. Avant de donner des exemples, à la base de notre société, il y a quand même une certaine schizophrénie aussi.
Parce qu'en tant que scientifique, moi en tant que docteur et mon associé en tant qu'ingénieur, on nous a appris que l'environnement, il y avait un équilibre naturel. Que par exemple, si on parle du carbone, mais voilà, il y a des sources naturelles de carbone. Ce carbone va passer dans différents cycles à travers les différents compartiments terrestres, puis va être réabsorbé par des puits de carbone naturels. Or, par l'intervention humaine anthropique, ces cycles ont été déréglés, et du coup, ce carbone qui était auparavant absorbé par ces puits de carbone ne l'est plus. D'où le fait qu'il y ait une augmentation massive du carbone atmosphérique, qui pose aujourd'hui des problèmes de réchauffement climatique. Et d'où le fait qu'il faille en effet trouver des solutions pour éviter, dans un premier temps, les émissions de carbone, les réduire quand on ne peut pas les éviter, et pourquoi pas les compenser. Et en fait, si on réfléchit à ça, donc c'est l'action humaine qui a fait en sorte que ces cycles ont été déséquilibrés, pas que le carbone. Et aujourd'hui, on monte un bureau d'études d'ingénierie écologique, et par notre action, on est censé réduire ce changement climatique, ce changement global. Donc c'est une certaine schizophrénie, c'est un travail de funambuliste en fait. Jusqu'où on peut aller dans notre action pour ne pas à notre tour dérégler cet environnement. Alors la solution que l'on a trouvée, c'est d'essayer tout d'abord, comme tu le disais tout à l'heure, d'essayer de bien comprendre comment on travaille, où on travaille, de bien comprendre l'environnement, le milieu, et de trouver les solutions les plus pertinentes, les plus pérennes, les plus adaptées, afin de répondre de la façon la plus efficace aux problèmes que l'on va confronter. Et du coup, je peux faire le lien avec notre activité. Quand on parle de nouvelles technologies, on pense souvent du coup à de la technologie de pointe. Tout à l'heure, tu parlais de l'urine, du recyclage de l'urine. En effet, récemment, alors j'ai oublié le nom de la société, Toupie, une société veut recycler l'urine, récupérer l'urine humaine pour s'en servir pour amender les champs agricoles. Sauf que ça, c'est pas nouveau. On le faisait au XIXe siècle. Et on l'a perdu. C'est une technique ancienne. Et des techniques comme ça, il y en a beaucoup. Et ça peut nous inspirer dans notre travail. Et c'est ce que l'on essaie de faire avec mon associé. Alors on travaille notamment pour des entreprises et des collectivités. Pour les collectivités, le plus grand problème qu'elles vont avoir aujourd'hui, c'est la perméabilisation des sols. Comme vous le savez, une ville, c'est goudronné, c'est bétonné, l'eau ne s'infiltre plus, ne rejoint plus les nappes phréatiques. Et quand cette eau va pouvoir s'infiltrer, souvent elle va rejoindre les nappes phréatiques, mais en étant polluée. Donc il faut trouver des solutions pour à la fois faire en sorte que l'eau puisse rejoindre les nappes phréatiques, pour ne pas créer d'inondations, de problèmes, de manque d'eau dans les nappes, mais aussi faire en sorte qu'elle puisse la rejoindre sans être polluée. Donc là, il y a à la fois des défis technologiques, avec l'utilisation de biofilms, etc., pour dépolluer l'eau, mais aussi des défis technologiques, mais en se servant d'idées anciennes. Par exemple, les places de parking, aujourd'hui elles sont goudronnées, bétonnées. Eh ben, il existe des façons de faire des dalles de parking totalement végétalisées qui peuvent résister au passage de semi-remorques, de voitures, et qui en même temps laissent passer l'eau. Donc c'est des solutions anciennes mêlées à des solutions nouvelles qui permettent de résoudre un problème contemporain. Voilà, je pense que j'ai assez suffisamment... On a vu cet été quand même qu'avec la sécheresse, les sols désimperméabilisés finalement laissent pas passer l'eau. Donc comment est-ce qu'on résout ce genre de problème? Exactement. Et voilà, en plus la sécheresse cet été, donc il y a le phénomène de la battance. Quand un sol devient très sec, en fait, il ne laisse plus passer l'eau. Il devient imperméable à l'eau. Et du coup, cela va poser un problème. Donc là, double problème. Les villes qui sont déjà très peu perméables du fait du goudron et du béton le deviennent encore plus à cause des canicules qui vont augmenter à cause du réchauffement climatique. Et finalement, on entre dans une sorte de cycle vicieux où les contraintes urbaines s'auto-entretiennent entre elles. Donc il faut arriver à trouver des solutions pour résoudre le problème de cette urbanisation qui goudronne les espaces. Et là où on peut faire en sorte d'entretenir des espaces où la canicule a un effet limité. Alors comment on peut faire ça? C'est en végétalisant notamment. Si on intègre des espaces en ville avec de la végétation qui va protéger le sol des intempéries, qui va protéger le sol des fortes températures, alors il n'y aura pas ce phénomène de battance, de sol trop sec, qui ne laissera plus passer l'eau. Voilà, une solution. Merci. Donc on y reviendra si vous avez des questions peut-être tout à l'heure. Alors on va terminer ce tour de table avec Thibaut Sauret. Donc vous avez dit que vous travaillez sur l'empreinte carbone, si j'ai bien compris. Est-ce que ça veut dire que vous êtes une sorte d'entreprise qui travaille sur des données, ou est-ce que vous utilisez des technologies? Comment vous travaillez sur cette empreinte carbone, et quel est votre rapport avec la question des technologies ou des nouvelles technologies? Bonne question. Donc, nous, ce qu'on fait de notre côté, c'est on utilise des images satellites pour comprendre la santé des écosystèmes. Des images satellites, d'accord. Des images satellites et des données terrain pour comprendre la santé des écosystèmes.
Alors, comment on pourrait préciser ça? Comment est-ce qu'on peut connaître l'état de santé d'un écosystème à partir d'images satellites? Parce que vous voulez le préciser, ça, parce que ce n'est pas forcément très clair. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Très tôt dans notre développement, on regardait par exemple la propagation d'insectes ravageurs dans des forêts à partir de bandes spectrales proche infrarouge, pour comprendre les propagations d'insectes ravageurs. D'accord. Depuis à peu près 1 an et demi, on a commencé à travailler, à appliquer ces technologies-là vers un nouveau problème, qui est la restauration d'écosystèmes. Ce qu'on a remarqué, c'est que sur les marchés carbone, il y a énormément de projets d'évitation de carbone, mais il y avait finalement très peu de projets de restauration d'écosystèmes qui se faisaient financer. Et donc on a commencé à regarder, essayer de comprendre pourquoi. Et il se trouve que la certification de ces projets-là est très très coûteuse et prend 3 à 5 ans. Ce qui fait qu'en réalité... Alors, vous pouvez préciser ce que c'est que la certification? Je ne suis pas sûr que ce soit très clair pour tout le monde. Sur un marché carbone, pour qu'un projet soit éligible au financement pour l'acquisition de crédits carbone, il faut qu'il soit certifié par un indépendant, par un tiers parti. Ok. Donc voilà. Ce qu'on a réalisé, c'est que la restauration d'écosystèmes, la création de nouveaux, la récupération finalement d'anciens puits qui avaient été détruits, ne se faisait pas, ou se faisait très peu. Et donc on a décidé d'appliquer des nouvelles méthodes pour récupérer finalement une solution très très ancienne, des forêts en bonne santé, avec des essences natives, qui bénéficient aussi des communautés locales, parce que notre standard, qui est en fin de rédaction là, a vraiment 3 volets. C'est là que vous travaillez à l'échelle mondiale, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord, ok. La biodiversité, les communautés locales et le carbone, les impacts sur le climat. Donc quand on parle d'imagerie satellite, on parle forcément de technologie de pointe. Il y a des imageries satellites depuis plusieurs décennies maintenant, mais l'échelle n'était pas assez granulaire pour nous permettre de comprendre ce qui se passait à l'échelle d'une forêt, en tout cas d'une petite forêt. Aujourd'hui, on commence à avoir des échelles qui nous permettent de le faire. On travaille aujourd'hui sur des résolutions qui vont jusqu'à 30 cm de résolution spatiale. On travaille aussi sur des images à 10 mètres de résolution spatiale, mais là sur 12 bandes spectrales. Donc on va avoir des nouvelles données qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur une forêt. Est-ce qu'elle grandit? À quelle vitesse? Quelle est sa biomasse? Cette fois avec des capteurs radars qui vont pénétrer plus ou moins la canopée. Donc il y a aussi des nouvelles technologies qui permettent de résoudre des problèmes qui sont quelque part artificiels, parce qu'un système de crédit carbone, de financement de projets de restauration, si on n'avait pas complètement défoncé les écosystèmes, il n'y aurait pas besoin de faire grand-chose en termes d'efforts de restauration. Donc, et quelque part, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il faut vraiment résoudre ce problème-là dans le premier temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux arrêter de tout détruire? C'est une bonne question. et il faut la résoudre. Séparément, il faut aussi qu'on fasse de la restauration à très très grande échelle. Je pense qu'il y a beaucoup de débats complètement inutiles de personnes qui essayent de définir des où, des mais. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une transition écologique où on est très très en retard et où on n'a plus le choix. Il faut tout faire, et tout faire hier. Il n'y a plus de débat à avoir, il faut rentrer dans l'action. Il faut prendre des solutions qui existent déjà et les mettre à l'échelle. Le 0 à 1, on l'a fait, on sait ce qu'il faut faire. Oui, mais j'imagine quand même qu'il faut que les pouvoirs politiques encouragent ces projets de restauration. Si vous allez au Brésil avec Bolsonaro qui passe son temps à détruire l'Amazonie, est-ce que c'est possible, votre approche? Oui, sur des terrains qui sont privés, sur des terrains... En fait, ce qu'il faut aussi se dire dans le cas de Bolsonaro et du Brésil, c'est que si on prend une image satellite de la France, pas beaucoup de forêts, hein. Il y a quand même beaucoup de terrains agricoles. Nous, à la base, la France entière était forestée. Nos paysages campagnards, etc., qu'il faut préserver, etc.
c'est des forêts qui ont été déforestées à un moment donné par l'homme. Le Brésil est à un stade de développement différent d'une autre, et ils font le choix, sur certains cycles politiques, de continuer à faire ça. Ce n'est pas une bonne chose, mais il faut se rappeler contextuellement qu'on l'a fait aussi. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'en France, on est prêt, par exemple, à faire de la reforestation, de la restauration d'écosystèmes à grande échelle? Il n'y a pas qu'au Brésil. C'est partout qu'il faut le faire. Ce n'est pas juste dans certaines géographies. Donc voilà, donc je pense que la question est un peu plus large. La question, c'est, au-delà de la volonté politique, il y a aussi une volonté économique de le faire. Quel est l'intérêt économique de restaurer une forêt? Et quand on reparle du sujet, il y a vraiment ces trois axes. Il y a l'axe environnemental, il y a l'axe social et il y a l'axe économique. Et donc vous proposez, vous, une solution finalement de financement, c'est ça? De certification qui permet de trouver le financement. Chercher du financement, c'est ça. Ok. Alors on va peut-être vous donner un peu la parole, parce que vous êtes relativement nombreux quand même. Et vous avez sans doute des questions, des interventions, des remarques. Est-ce que vous avez des exemples de choses qu'on peut faire et qui ont un réel impact? Parce que c'est vrai qu'on dit à chacun d'éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, des trucs comme ça. Après, quand on voit les pourcentages de qui pollue combien et qu'on regarde les foyers de la personne moyenne par rapport justement aux grandes industries, c'est quand même pas comparable. Je pense que justement le but de cette journée vient en tête. Il y a deux choses qu'on peut faire. Il y a toute une partie de choses qu'on peut faire à notre échelle pour réduire un maximum. Donc ça, si on reprend un peu le concept de, d'un côté, il faut qu'on réduise notre impact, donc notre impact à notre échelle. Mais ensuite, je pense que c'est important aussi de commencer à réfléchir à quel est l'impact positif qu'on peut générer. Et donc, toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire toutes les bonnes actions, etc., réduire un maximum, mais ensuite, tu as à peu près 80 000, enfin, moi, on est en France, donc moins, mais si tu travailles beaucoup, tu auras 80 à 100 000 heures de travail dans ta vie professionnelle. Où est-ce que tu les appliques? Vers quelle problématique? Sur quel sujet est-ce que tu travailles? Et ça peut être, tu vas travailler dans l'industrie du ciment, dans des industries lourdes, qui sont aujourd'hui des industries qui ont beaucoup de mal à recruter, parce que c'est moins sexy d'aller travailler dans l'industrie du ciment que d'aller vers une marque de chaussures qui fait des chaussures écolo. Mais quelque part, comme tu le disais, la plupart des émissions, elles sont dans certaines de ces industries-là. Et il va falloir les aider à complètement changer si on a envie d'arriver à un monde qui est vivable. Donc, pour moi, la réflexion se pose aussi dans quel est le travail que tu vas faire et comment est-ce que tu vas contribuer à la réduction massive qu'il faut qu'on ait, ou à la génération de puits carbone, mais l'un des deux ou autre. Mais vraiment rentrer dans cette optique-là de ton impact, c'est aussi ta carrière. Et qu'est-ce que tu en fais? Donc voilà. Pierre, un commentaire aussi? Oui, pour compléter, tout à l'heure on en discutait entre nous de à quelle échelle, à partir de quelle échelle ça devient utile d'agir pour la transition écologique. Alors nous, avec Guillaume, mon associé, ça fait 2 ans qu'on est convaincus que notre action, elle nous permet de nous regarder dans le miroir le matin, mais qu'au final, ce n'est pas nous qui allons changer le monde. Aujourd'hui, face au changement d'origine anthropique, il faudrait un changement brutal de toute la société pour faire en sorte que ce changement soit à minima freiné. Néanmoins, récemment, ce matin, on a reçu un article qui expliquait en quoi la somme des petits gestes permettait les grandes avancées, avec un effet boule de neige, etc., et on pourra en rediscuter. Néanmoins, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une disparité entre les grands pollueurs. Un foyer va polluer moins, va abîmer moins la biosphère qu'une grande entreprise du CAC 40. Ensuite, la transition écologique, c'est quand même quelque chose de fortement social. On ne peut pas demander les mêmes efforts à une entreprise, un groupe pétrolier ou une entreprise du CAC 40 qu'à une famille qui a 2 enfants, qui a du mal à boucler les fins de mois, qui vit dans un logement insalubre et qui va devoir acheter des bouteilles d'eau en plastique parce que l'eau va avoir un mauvais goût, va être impropre à la consommation.
Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de... Si je reprends l'exemple de ces bouteilles en plastique, je suis convaincu qu'il faut essayer de ne pas acheter de bouteilles en plastique. Néanmoins, ces bouteilles en plastique sont vendues. Elles sont proposées par des multinationales, par les grands commerçants. Et des personnes n'ont pas le choix de les acheter. Donc en effet, il faut que tous, à notre échelle, on fasse des efforts. Ça, c'est certain. Néanmoins, il faut absolument demander les plus gros efforts en proportion de nos moyens. Ensuite, vous demandiez quels exemples d'actions. Les exemples d'actions, c'est toujours la même séquence. Éviter, réduire, compenser. Alors on l'applique souvent au carbone, mais ça marche pour tout. Une entreprise, par exemple, quand on va intervenir pour une entreprise, on va avoir une première étape de diagnostic, comprendre les besoins de l'entreprise, une deuxième étape de formation, de sensibilisation, changer les pratiques de consommation, changer les habitudes des salariés, mais aussi des dirigeants. Et une fois qu'on a fait ce travail de logistique, entre guillemets, on va pouvoir passer une étape de réduction. Et dans ces cas-là, on va pouvoir penser à des solutions technologiques pour générer de l'électricité autrement, par exemple. Produire du chaud ou du froid, donc de la thermique autrement. Je parle de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires thermiques, de pompes à chaleur, par exemple, aussi. Et après, il va y avoir des solutions de compensation. Et Thibaut en parlera beaucoup mieux que moi, je pense. Donc, voilà pour ma réponse. Chez Practigreen, par exemple, vous avez une sorte de politique de durable en termes de consommation, par exemple. Est-ce que vous arrivez à faire ça au sein de Practigreen ou auprès de nos clients? Au sein de votre entreprise. Alors, au sein de notre entreprise, pour l'instant, on essaie d'être exemplaire dans notre approche, mais on n'est que 2 salariés à temps plein. On n'a pas encore vraiment de locaux, donc notre action et notre impact est assez réduit, mais on essaie dans nos vies personnelles d'avoir un impact le plus réduit possible. On s'interdit par exemple de prendre l'avion. Ça peut paraître bête, mais c'est important. Personnellement, je réduis ma consommation carnée, donc la consommation de viande. Et d'ailleurs, en parlant de cet exemple, et je fais une petite parenthèse, on s'aperçoit souvent que les bonnes actions écologiques sont aussi des bonnes actions sanitaires. Réduire sa consommation de viande, ça va avoir un bien-être pour l'environnement, mais aussi pour le corps. On sait aujourd'hui que manger trop de viande, ça produit des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. Donc souvent, des bonnes actions environnementales vont avoir d'autres effets très sympathiques. Et il faut en tenir compte, en fait. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a répondu à votre question. Alors, il y avait votre voisine. Justement, c'était par rapport au fait que vous disiez que ça peut apporter du bien-être, justement, en fonction de notre alimentation et l'hygiène par rapport aux habitudes qu'on peut prendre qui sont plus écologiques. Typiquement, la bouteille d'eau, par rapport... moi, je sais que je me force, par exemple, à ne pas acheter de bouteille d'eau en plastique. Mais c'est vrai que je bois l'eau du robinet parisien qui doit être calcarisée au maximum. Et je sais, alors ça, je ne sais pas exactement, je n'ai pas vérifié quelle était, de quoi l'eau est composée à Paris. Mais jusqu'à quel point, en fait, on peut faire des sacrifices, peut-être finalement à la détérioration de notre propre santé pour certaines choses. Et aussi, je pensais à un point de vue... je veux travailler dans le biomédical, faire la recherche biomédicale aussi. J'ai l'impression que la recherche n'est pas très écologique. Et comme vous l'avez dit, on risque de devoir freiner nos pratiques en général. Et notamment, par exemple, la recherche sur la santé. Forcément, on va devoir la freiner. Mais c'est aussi quand même un pas en moins et un recul qu'on va devoir faire sur la santé des personnes. Et c'est vrai que moi, je deviens un peu schizophrène là-dessus aussi en me disant qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. J'ai l'impression quand même de faire quelque chose de bien qui est pour la santé, mais en même temps, j'avance pas du point de vue écologique. Ouais, alors là-dessus, sur la question de la santé, c'est un gros sujet, évidemment. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse qui se trouvent du côté de la santé préventive, c'est-à-dire arrêter de regarder la santé d'un point de vue curatif, mais regarder la santé globale de l'individu à l'échelle de sa vie, et plus globalement encore, les concepts de One Health qui prennent en compte la santé planétaire et qui permettent de faire le lien entre, encore une fois, la vision systémique, qui permet de comprendre que la vision individuelle est complètement liée à la santé planétaire, à la santé de l'écosystème, à la santé des sols, à la santé des plantes, à la santé des animaux qu'on va pouvoir consommer, etc. Donc ça, c'est un élément de réponse. Ça me permet aussi de rebondir sur peut-être le premier point de la question. Je pense que c'est peut-être le rapport à la sobriété. Et on entend souvent la sobriété comme un peu une injonction et un moteur qui devrait être un moteur dans nos prises de décision. Et
Et je pense que en fait, c'est prendre un peu le problème à l'envers. Pour moi, la première priorité, c'est de réussir à acquérir une vision donc systémique, nuancée, complexe de l'environnement dans lequel on est. Et une fois qu'on a compris cette vision et qu'on l'a vraiment intégrée, la sobriété, c'est pas un moteur, c'est une conséquence. C'est-à-dire que si on veut agir de manière cohérente avec la connaissance factuelle qu'on a réussi à recevoir de l'écosystème et de la biosphère, finalement, toute la logique en découle et on n'a pas besoin de se contraindre au quotidien. Ce n'est pas une contrainte, c'est juste une action cohérente et éviter la dissonance, ce qui est quand même assez agréable au quotidien. Et donc, ce qui est vrai notamment à toutes les échelles, c'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, ça permet de orienter et arbitrer ses choix, notamment pour la question de la bouteille en plastique. Peut-être que ne pas consommer de bouteille en plastique, mais d'avoir un filtre à la maison, si l'impact carbone, la CV, tout ça, j'en sais rien, j'ai pas fait les calculs moi-même, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus vertueux d'avoir une gourde en métal et éventuellement un filtre pour filtrer l'eau du robinet que de consommer toute son eau en bouteille plastique. Mais aussi à l'échelle entrepreneuriale, parce qu'on est quand même dans une table ronde où on parle de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est de, encore une fois, acquérir cette vision complexe, nuancée et complète du système pour réfléchir à des solutions qui soient vraiment vertueuses, et vertueuses à l'instant T, et vertueuses sur la durabilité, sur les stocks de ressources, sur les stocks d'énergie, sur les stocks de tout ce qu'on peut avoir à utiliser pour développer des idées, des solutions, des techniques et des technologies. Un complément, Thibaut ? Ouais, juste en complément, en lien avec une question qui avait été posée sur l'impact d'un foyer contre l'impact d'une entreprise, je pense que cette vision nuancée et complexe et complète de la biosphère et de son fonctionnement et des problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui, ça amène aussi une réflexion vers des vraies problématiques. Je vous encourage, en tout cas dans votre démarche entrepreneuriale ou même salariale, quelle que ce soit, de vous poser la question sur l'impact relatif que va avoir la solution ou le projet que vous voulez amener. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées. Et les idées, c'est très bien, mais dans l'entrepreneuriat, il faut toujours mieux commencer par un problème. Il y a un dicton en anglais qui dit « Fall in love with your problem, not your solution ». Il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans l'entrepreneuriat et qui disent « Ah, j'ai une super idée ». Mais on s'en fiche de l'idée, parce que l'idée, de toute façon, elle changera 50 fois. Par contre, c'est le problème qu'il faut bien maîtriser. Et donc, ça commence par une bonne compréhension du problème, mais ensuite, je pense que ce qu'on aimerait aussi encourager, et ce qui n'est pas assez fait en France, je pense, comparé par exemple aux États-Unis, c'est de dire on ne va pas avoir peur d'aller attaquer les gros problèmes. On va se dire soyons ambitieux en tant qu'entrepreneur dans l'échelle des problèmes qu'on vise. Et les plus grosses opportunités sont les plus gros problèmes. Vous voulez dire qu'il y a beaucoup d'idées finalement qui ne répondent pas à des vrais besoins. C'est un peu ça l'idée ? Oui, il y a plein d'idées qui... Enfin, c'est pas que vous ne devriez pas tous ouvrir des boutiques en ligne de brosses à dents faites en bambou, mais grosso modo, ça ne sert à rien. Le bambou capte du carbone quand même. Oui, mais je veux dire, si on parle en échelle, c'est pas que ça... Pas que ça sert à rien. Ça va pas répondre au défi auquel on est. Il y a des gens qui font ça et la personne prenait même l'initiative, parce qu'il n'y avait pas assez de bambou en France pour les faire en France, il faisait venir ses brosses à dents de Chine en train. Vous imaginez ? Donc la démarche était poussée. Mais il y a une différence. En fait, est-ce que les ressources de cette personne qui était brillante étaient bien utilisées dans la réflexion de comment est-ce que je vais importer des brosses à dents faites en bambou en Chine par train en France, ou est-ce qu'on aurait pu le mettre sur une problématique qui, si elle est résolue, a un impact plus général. Plus important, d'accord. Et après, il est très, très heureux, c'est très bien, mais dans vos démarches entrepreneuriales, je pense que ça vaut le coup de vraiment vous poser la question: est-ce que je résous un problème et à quelle échelle ? Et à quelle échelle ? Et est-ce que l'échelle de mon problème me fait peur ?
Et je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'attaquent à des problèmes où ils se disent, mais en fait, qui suis-je pour essayer? Bah oui, c'est ça. Il y a des défis monstrueux. Ça peut être très inhibant quand même pour un jeune qui veut se lancer dans l'entreprise. Ouais. Parce que la naïveté dans tout ça, c'est aussi une grande force. Et après, faut faire le premier pas de façon naïve et ensuite énormément s'informer pour sortir de la naïveté rapidement. Mais c'est aussi une force parce qu'il faut avoir le courage de faire ça. Donc voilà, Pierre, un mot aussi peut-être? Alors moi, c'est juste pour rebondir rapidement sur l'eau parisienne. Alors moi-même, je ne bois pas ou très peu d'eau à Paris parce que je vis à Bordeaux. Néanmoins, je connais le goût de l'eau à Paris. C'est vrai que c'est pas très bon. Néanmoins, je parle sous la caution de mon associé qui est ingénieur hydrogéologue. L'eau est tout à fait propre à la consommation. Elle est très surveillée. Elle est très bonne pour la santé. On peut même la faire boire aux nourrissons. Les fœtus, c'est peut-être un peu tôt. Aux nourrissons. Et là, c'est là qu'on voit le marketing, la communication. Il y a eu pendant des années de la communication des grandes marques d'eau en bouteille pour nous dire, non, faites boire de l'eau en bouteille à vos bébés parce que l'eau du robinet n'était pas bonne. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Pour le goût, il y a des solutions. Tu parlais de filtres. Il y a aussi des morceaux de charbon actif qu'on peut mettre, voilà. Il y a aussi le fait de la mettre au frigo, qui va permettre d'enlever le goût. Bon, il y a des solutions. Mais c'est surtout le goût qui pose problème, en fait. Mais je suis d'accord sur ça. Alors, il y a le goût, mais il y a aussi l'accessibilité à l'eau. Parce que, tout à l'heure, l'un des mots qui a été utilisé beaucoup, c'est le terme sacrifice pour dire je fais un sacrifice, je n'achète pas de bouteille d'eau, je prends une gourde. Ça ne devrait pas être un sacrifice, en fait. Pourquoi on est dans cette logique sacrificielle et pourquoi on n'est pas juste dans l'idée que l'eau est un bien commun auquel tout le monde a accès de façon égale? Et donc là-dessus, en fait, il y a une problématique individuelle qui est donc que chacun ait sa gourde, que chacun la porte avec soi, que ce devienne un réflexe, mais aussi donc une problématique collective qui est que l'accès à l'eau soit réel et que... je crois que la ville de Paris fait des gros efforts là-dessus au niveau de la communication et des infrastructures. Il y a beaucoup de points d'eau à Paris. Après, il y a d'autres infrastructures dans lesquelles il faudrait aussi faire des efforts pour que, par exemple, les fontaines à eau soient de plus en plus quelque chose de mise en place pour que les personnes, que ce soit dans leur entreprise, dans leur université, puissent avoir un réel accès à l'eau, en fait, sans qu'il y ait toute cette logique sacrificielle, en fait. Et oui, ce mot me marque vraiment parce qu'on ne devrait pas être dans cette logique de sacrifice. On doit être dans une logique de sobriété, effectivement, de réduction, éviter tout ça. Mais pourquoi ça serait forcément un sacrifice? Pourquoi ce serait forcément renoncer au confort, en fait? Ce qu'on cherche, c'est un autre type de confort, en fait, finalement. Celui d'être... Voilà, exactement. Sobriété, austérité, j'ai entendu pas mal cette confusion, effectivement, surtout ces derniers temps, vu que c'est très récupéré. Donc voilà, la sobriété, c'est pas un sacrifice, c'est un changement de point de vue sur le monde, c'est un changement de mode de vie, effectivement, mais c'est pas forcément pour un mode de vie moins confortable, en fait. Mais c'est juste que pour cela, il faut vraiment qu'on s'y mette tous à fond dedans et que ce soit aussi facilité par les gens qui ont le pouvoir. Raphaël, un petit mot. Je voulais rebondir des questions qui attendent encore. À la remarque de Thibaut. Évidemment, s'attaquer aux gros problèmes, c'est hyper important, enfin, c'est crucial, et c'est ce qui doit motiver notamment la démarche entrepreneuriale. Juste rappeler, parce que peut-être que tout le monde n'est pas sensibilisé là-dessus, à une des précautions à avoir quand on se lance dans une démarche comme ça, c'est par exemple quand on pense au problème de l'énergie, on se dit que finalement, si on arrive à trouver une source d'énergie, par exemple la fusion nucléaire, on nous parle de ça comme un peu le Graal ou l'hydrogène, je veux dire, est-ce que ça résout vraiment le problème à l'échelle systémique, encore une fois? C'est-à-dire qu'on a le paradoxe de Jevons, qui explique que plus une technologie est disponible, accessible et parcimonieuse, et plus elle va être utilisée, et du coup, l'intérêt va être largement compensé, ou en tout cas peut l'être, donc il y a aussi cette précaution à avoir, et d'imaginer que si on arrive à avoir, sans avoir le changement profond de rapport à la nature et de rapport à l'écosystème, et qu'on a accès à une technologie qui nous apporte de l'énergie de manière complètement illimitée, je suis prêt à parier qu'on va juste l'utiliser, pas pour être moins polluant, mais pour défoncer la planète encore plus rapidement. Voilà, donc c'est ce genre de précaution-là à avoir en tête, quoi. Ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est bien ça dont on parle.
Alors, monsieur, vous attendez depuis un petit bout de temps. À vous la parole. Oui, vous avez déjà répondu à pas mal de mes questions, mais comme on est là sur les journées de l'entrepreneuriat et de l'engagement étudiant, moi j'aimerais savoir, en fait, de la part de Thibaut et Pierre, est-ce que vous auriez des conseils à donner justement peut-être à nos étudiants, aux étudiants de Sorbonne, aux étudiantes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il suffit d'avoir une bonne idée? Est-ce qu'il faut d'abord un petit peu réfléchir Alors, peut-être parce que le terme conseil est très large, on en aurait peut-être sans doute pour des heures. Est-ce que ça vous voulez dire par là les erreurs à ne pas commettre ou Peut-être les erreurs à ne pas commettre, ou peut-être donner un, peut-être ou deux conseils. Mais pour répondre directement à ta question, je pense que ça commence avec une bonne compréhension du problème et des problèmes à plusieurs ordres. Juste pour répondre sur ton point, c'est un excellent point et je pense que c'est dans la compréhension complexe d'un problème, c'est de réfléchir à plusieurs ordres. Croiser les informations, vous voulez dire? Non, c'est réfléchir, si on fait ça et que ça aboutit, quels sont les effets secondaires? C'est le concept de... Réfléchir à toutes les conséquences de la solution apportée. Qui génèrent d'autres problèmes et c'est très très compliqué de réfléchir de manière intelligente à ces problèmes. Ça demande énormément de nuances. Mais pour moi, aujourd'hui, ce que j'ai appris en mentorant d'entrepreneurs qui ont bien plus d'expérience que moi, c'est que j'ai fait ça un peu n'importe comment en lançant ma boîte, et ça fait 2 ans qu'on fait ça. Mais en fait, les entrepreneurs aguerris, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils essayent de tout comprendre sur une problématique. Ils parlent à tous les acteurs et ils essayent de comprendre quels sont les problèmes et quelles sont les causalités qui font en sorte que ces problèmes existent. Et ensuite, ils commencent à chercher seulement là des solutions qu'ils vont proposer pour essayer de voir, ok, est-ce que ça répond? Est-ce que ça répond? Quels sont les effets secondaires? Qu'est-ce qui va se passer? Dans votre cas, vous pouvez préciser, vous avez dit n'importe comment. Quelles erreurs avez-vous commises, par exemple, au départ ou durant votre parcours? Oui, en fait, on a lancé la boîte en 2020 et c'était une extension de ma thèse de master. Est-ce qu'on peut trouver des insectes ravageurs dans les forêts par image satellite? Sauf que le plus on a commencé à creuser, etc., on s'est rendu compte que l'utilité finale de trouver des insectes ravageurs dans une monoculture qui sont seulement présents parce que c'est une réponse naturelle d'un écosystème pour se débarrasser d'une monoculture, en quelque sorte, est-ce qu'il y avait une réelle utilité de continuer à aller dans cette dynamique-là? En plus, on travaille avec des forestiers qui sont fantastiques, mais qui n'ont pas les ressources de rentrer dans du préventif. Et tout ça, en fait, on aurait pu le faire largement en amont, en cernant mieux le problème. Et la mission de base de l'entreprise a toujours été comment est-ce qu'on fait pour créer un monde plus vivant, comment est-ce qu'on fait pour faire de la restauration d'écosystèmes à grande échelle. Et on s'était dit, ok, bon, il doit y avoir des choses à faire avec les imageries satellites, on commence dans le forestier, on verra ce qui se passe après, et comment est-ce qu'on peut appliquer ce qu'on a appris à un autre domaine. Plutôt que de dire, essayons de vraiment comprendre le problème, ses causes, et pourquoi est-ce qu'il y a ça? On aurait compris, la cause première des propagations d'insectes ravageurs, c'est le fait qu'on plante des monocultures. Est-ce qu'on va arrêter de planter des monocultures parce qu'on est capable plus rapidement de discerner s'il y a des propagations d'insectes? Pas forcément, en fait, parce que des monocultures dans le domaine forestier, c'est de l'agriculture forestière. Ça a son utilité d'un point de vue économique, beaucoup moins d'un point de vue environnemental. Mais est-ce que la solution va solutionner le problème fondamental? Pas forcément. Et donc, ça part vraiment d'une réflexion très très profonde sur un problème. Donc, ce que j'encourage toutes les personnes à faire, c'est choisissez un problème qui vous énerve, qui vous tient à cœur, et ensuite, apprenez tout ce qu'il y a à apprendre sur ce sujet. Oui, mais en même temps, c'est en avançant que le problème finit par... qu'on trouve des solutions, finalement qu'on définit mieux le problème. Donc ça, on ne peut pas le définir d'emblée avec tous les éléments. Et c'est là où l'étape 2 est hyper importante, c'est tester. Tester tôt, tester souvent, des micro-expériences pour essayer de voir si des solutions que vous avez potentiellement
répondent réellement aux problématiques que vous présentez. Et c'est seulement en vous confrontant à votre marché, à vos utilisateurs, aux bénéficiaires de vos solutions que vous allez voir. Donc d'un côté, essayez de tout apprendre, faites tout un tas d'interviews avec tous les acteurs possibles, et très très rapidement aussi, commencez à faire des tests sans être attaché à une solution en particulier. Pierre, même question, monsieur. Oui. Donc, alors par rapport aux erreurs à ne pas commettre, alors je pourrais en parler jusqu'à demain matin, parce que je pense qu'on les a à peu près toutes commises, et on en commettra beaucoup d'autres. Mais je dirais, je ne vais pas en donner, parce que je pense que c'est important de les commettre. Si on ne les avait pas commises, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ce qui nous a permis de grandir, et je pense que tu as vécu la même chose. Ensuite, par rapport à un conseil beaucoup plus général, je vais enfoncer une porte ouverte, mais en même temps, ça va permettre de relier le sujet, les nouvelles technologies et la transition écologique, c'est garder l'esprit ouvert. Je suis chercheur en environnement, mon associé est ingénieur, donc tous les deux, on est très techniques, formés à l'environnement. Mais là, on recrute, on travaille avec des personnes et on essaie de diversifier les profils. On va recruter avec des gens qui sont en sciences humaines, qui sont en lettres, en économie, parce que même si eux ne le pensent pas au début, et tu pourras rebondir là-dessus, je pense, ils ont beaucoup à nous apporter. Certes, ils ont une vision moins technique que nous sur les problématiques environnementales. Par contre, ils ont un esprit critique. Ils ont une grille de lecture que nous, on ne va pas avoir et qui vont permettre d'avoir un regard global sur le projet. Et la transition écologique, encore une fois, c'est pas juste l'environnement, c'est aussi le social, l'économique. Donc il faut savoir s'entourer de tout un panel de personnes avec des compétences très diverses et variées. Et en pratique, comment vous faites? Parce que les gens, quels intérêts ils ont, quel intérêt a un sociologue de travailler avec vous finalement? Est-ce que c'est comment vous faites pour le recruter en quelque sorte? Si jamais, en fait, c'est être curieux, aller à la rencontre des gens. Et on va forcément tomber, je suis certain, et on en a rencontré des sociologues qui vont avoir à cœur de travailler pour la sauvegarde de l'environnement. Il va y en avoir des économistes aussi, des philosophes, des littéraires. Donc tous les profils, à partir du moment où ils vont avoir cette conviction profonde de résoudre un problème, soit le problème environnemental de manière générale, ce qui est une vaste ambition, soit une problématique en particulier dans ce vaste programme, eh bien on va pouvoir les intéresser, ils vont pouvoir nous intéresser. Et donc voilà, c'est être curieux, aller à la rencontre des gens, ne pas se limiter à son domaine d'expertise, multiplier les expériences. Voilà. Vous travaillez sur projet en fait avec des équipes pluridisciplinaires que vous mettez en place à chaque fois. On cherche à s'associer avec quelqu'un qui est spécialiste dans la santé et la qualité de vie au travail. Donc c'est tout à fait différent de nos cursus. Pourtant c'est indispensable. Si on veut mettre en place une transition écologique au sein d'une entreprise, il faut tenir compte du bien-être des salariés au travail. On travaille aussi avec une économiste qui va travailler sur des questions purement économiques et qui va pouvoir accompagner nos réflexions d'un point de vue environnemental. On va y travailler avec des étudiants en écologie, du Muséum des sciences naturelles, qui ont, comme nous, fait des études en sciences dures, entre guillemets, mais qui ont une grille de lecture différente de la nôtre, parce qu'ils ne viennent pas des mêmes disciplines que nous. Donc ils nous apportent beaucoup. Et j'espère qu'on arrive à leur apporter un petit peu aussi en retour. Donc voilà, c'est être curieux, aller vers les gens, et au final, ça finit par marcher. Ouais. Merci. Alors Raphaël, peut-être que la question peut aussi s'adresser à vous, puisque à Hectare, vous étiez en contact, si j'ai bien compris, avec un certain nombre de start-up. C'est ça? Est-ce que vous avez pu constater des erreurs qui ont été commises ou des choses voilà, des conseils peut-être qu'il faudrait donner en termes déjà, je pense que en tant qu'étudiant à Sorbonne U, je pense que la première étape quand on a envie d'entreprendre quelque chose, c'est de se rapprocher de pépites. Ils sont là pour ça. Donc pour comprendre les alors tout le monde sait ce que c'est Pépite. Je ne suis pas sûr, peut-être repréciser, même si c'est Pépite qui organise ces journées. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que Pépite? C'est la structure de référence qui sert à faire advenir les projets entrepreneuriaux et même la pensée entrepreneuriale en général au sein des étudiants. Et voilà, donc on a 2 exemples ici. Donc 2 anciennes pépites à cette table, oui. Moi, de mon côté, quand j'étais à Hectare et que j'étais en charge du pôle innovation, alors les erreurs, je ne suis pas resté assez longtemps pour constater les erreurs et les échecs. Et encore une fois, c'est super bien d'avoir la vision selon laquelle les échecs, c'est super important. Si on arrive à être assez cadré et assez solide pour les encaisser, évidemment, c'est super formateur. Par contre, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'étais là pour mettre à l'épreuve leur business model et l'intérêt vraiment profond de leur solution, donc ce que eux pouvaient présenter comme étant des solutions, et voir si c'était pas seulement des fausses bonnes idées un peu sexy qui surfent un peu sur le greenwashing, mais c'était vraiment des idées qui étaient profondément durables.
et à quelle échelle de temps, et aussi dans quel état du processus, c'est-à-dire à la fois durable à très très long terme, mais aussi parfois juste durable comme étant une solution qui va permettre de faire cette transition, parce qu'on parle souvent de la transition environnementale, c'est-à-dire qu'on connaît l'état actuel de la société et on a envie de la faire évoluer vers une situation, on va dire, profondément durable et rester sous les 1,5, ça je crois que c'est déjà cuit, enfin voilà, ce genre d'objectif. Et puis il y a la transition à faire, et évidemment c'est le chemin pour arriver du point A au point B qui peut être délicat, et donc là avoir aussi des innovations sur la transition, donc qui ne sont pas vouées forcément à durer extrêmement longtemps ou alors à évoluer avec la transition pour pouvoir se transformer sur des choses plus durables, c'est aussi une réflexion à avoir. Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à challenger finalement les idées qu'on peut avoir quand on veut lancer un projet entrepreneurial. Challenger tout le temps, et c'était un peu mon rôle aussi, c'était de venir être un peu celui qui vient embêter le modèle et la compréhension. Par exemple, si je devais prendre l'exemple de Thibaut, que je ne connais pas et dont je ne remets pas du tout en question, c'est juste pour l'exercice intellectuel, j'aurais essayé de comprendre est-ce qu'il y a un peu une ACV de la consommation que va induire cette utilisation des données numériques, des données satellitaires, des données de serveurs, et toute la consommation énergétique et donc l'empreinte carbone qu'on va avoir sur le système, versus les gains en carbone qu'on va pouvoir gagner dans l'écosystème. Et voilà, en fonction de la réponse et des ajustements à faire, on peut permettre aussi de faire évoluer le projet entrepreneurial de la structure pour les aider à s'orienter vers des voies de solutions qui sont finalement vraiment vertueuses, vraiment pertinentes. Merci. Alors Isabeau, je vous donner la parole aussi pour peut-être rebondir aux propos de Pierre, en particulier sur les équipes pluridisciplinaires qui peuvent se constituer et votre rôle d'étudiante en lettres. Comment vous voyez un peu les choses? Est-ce que vous voyez participer à des projets tels que ceux de Pierre ou d'autres projets qui sont plutôt, on va dire, techniques à la base? Alors technique, oui, mais effectivement, je pense que on parlait de l'importance des SHS pour de participer à cette transition écologique. Elle doit être absolument globale, donc il faut absolument qu'on en fasse partie à notre manière. Donc ça peut passer effectivement par ce regard critique. Mais c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure. C'est compliqué pour nous enfin je dis nous, en SHS, de trouver notre place aussi. On ne sait pas forcément par quel bout commencer. Je sais que personnellement, c'est mon cas. Ce sont des problématiques qui me tiennent extrêmement à cœur. Mais sur le coup, je me suis dit, mais en fait, comment je vais faire ? Et donc je voudrais juste préciser, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et c'est très bien, mais c'est aussi des journées de l'entrepreneuriat et de l'engagement étudiant. Et donc peut-être que pour les étudiants à SHS qui aimeraient un petit peu tâter le terrain, voir à quoi ça ressemble, le premier pas avant l'entrepreneuriat serait peut-être l'engagement étudiant, donc l'engagement associatif par exemple, qui permet vraiment un petit peu de voir à quoi ça ressemble. Alors, pas forcément donc, en faisant des choses qui ont un impact énorme, mais ça permet de rencontrer des gens, de confronter des points de vue, d'expérimenter des choses à une échelle assez humaine. Et donc, voilà, moi, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée. Et je voulais un petit peu le rappeler, vu que ça fait aussi partie du thème de ces journées. Et après, oui, pour les liens à faire entre les SHS et les sciences dures, je pense que oui, effectivement, il faut absolument qu'on arrête de créer d'entretenir cette distinction nette et vraiment essayer de faire en sorte que ça se mélange un peu. Merci beaucoup. Alors, il nous reste, on a l'autorisation de déborder un petit peu, on a déjà débordé, mais si vous avez encore une ou deux questions, on peut les prendre. J'ai une question pour Thibaut. Qui parlait des projets ambitieux, des problématiques ambitieuses. Et tu pensais à quoi à ce moment-là? Problématiques ambitieuses. Vous avez une idée plus précise ou c'est une question générale? Oui, sur l'environnement. Sur l'environnement, d'accord. Ouais, ça. Problématique ambitieuse sur l'environnement, je pense que tu peux commencer déjà par regarder les limites planétaires. Et regardez, on en dépasse 6 maintenant, si les souvenirs sont bons, on vient de commencer à en dépasser une 6e. Donc tu as déjà 6 thèmes sur lesquels tu peux te pencher. Crise de la biodiversité, crise climatique, cycle de nitrogène,
Tu as plusieurs problématiques hyper importantes à ce niveau-là qui vont déjà te donner un ordre de grandeur sur un domaine dans lequel ensuite tu peux te pencher. Tu peux te dire, OK, voici différents domaines, lequel m'intéresse le plus, et ensuite tu peux commencer peut-être tes recherches là-dedans. C'est une idée parmi d'autres. Si tu te lances dans un projet entrepreneurial, c'est au moins 10 ans. Donc il faut que ce soit quelque chose qui t'anime pendant une dizaine d'années. Sinon, tu ne tiendras pas le coup. Est-ce que vous êtes convaincu par la réponse de Thibaut? Oui, merci. Oui. C'est déjà une bonne piste. Très bien. Mademoiselle? Moi, ça va un peu reprendre finalement tous les sujets qu'on a abordés, mais avec un exemple concret. Donc, la question entre sobriété et sacrifice, avoir une idée entrepreneuriale à partir d'un problème personnel et l'ACV. En fait, moi, j'ai toujours eu le problème de me dire, justement, entre cette question de sobriété et sacrifice, savoir comment moi je gère ma consommation, mon mode de vie, avec l'équivalent d'une application, en gros, qui mesure un peu sa trace carbone. Et donc, je pense que tout le monde, surtout vous devez connaître un peu le site et le test WWF, où on voit, en fonction de notre mode de vie, combien de planètes, si tout le monde avait le même fonctionnement de vie que nous, combien de planètes, de terre on aurait besoin. Et justement, ça pourrait un peu, parce que pour l'instant, je pense que pour beaucoup de personnes, ça serait un sacrifice de changer son mode de vie. Donc, comme vous, ne pas prendre l'avion, l'idée de l'eau, etc. Moi, je sais que pour l'instant, à l'instant T, ça serait un sacrifice, et de se dire qu'une application qui permet de voir un peu, en sacrifiant, entre guillemets, un mode de vie, voilà ce qu'on gagne en CO2, ce qu'on évite de produire, quelles sont les alternatives, et de se dire, vu que je prends pas l'avion, ou... là, je commence un peu ça commence à être confus, mais il y a aussi la question du greenwashing qui vient, c'est-à-dire je prends l'avion parce que j'en ai besoin d'un point de vue professionnel. Voilà, je paye en plus pour une association. Est-ce que ça marche? Alors, jusqu'à quel point ça marche? Et que tout soit calculé en fonction de ce qu'on mange, ce qu'on consomme, si fast fashion ou de seconde main. Qu'est-ce qu'on se peut permettre? Donc oui, il faut qu'on agisse sur tous les domaines, mais je pense que pour les personnes en tant que telles, c'est plus motivant de se dire, je fais tel effort pour l'instant, qu'est-ce que ça permet de gagner? Et de voir en fait les progrès qu'on a sur la planète en disant, depuis l'année 2017, avec tous les efforts que vous avez faits, maintenant en 2020, vous consommez une planète en moins. Et parce que moi, je me rends pas compte à quel point mes impacts ont une... Je crois qu'il y a un certain nombre d'applications, à moins que je me trompe, ou de sites qui permettent de calculer comme ça les efforts qu'on... Pierre, vous confirmez? C'est bien ça? Justement, et vous mettez le doigt sur un problème, un reproche que je fais souvent à ces sites, ces applications de notation. C'est que, je vais faire une analogie avec les étudiants. J'ai enseigné pendant ma thèse, donc à la fin des enseignements, il y avait un examen. Et à l'examen, on donne une note. Et l'étudiant, ce qui va l'intéresser, c'est la note qu'il a eue. J'ai été étudiant aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est ce qui m'intéressait. Par contre, les commentaires et la correction, on ne la regardait jamais. Et c'est la même chose que ces applications de notation. En fait, on a une note. Par contre, on n'a jamais vraiment de guideline, de guide pour nous dire il faut faire quoi, en fait. C'est ça le problème. Et donc, je me méfie de ces notations. Alors, déjà, on sait rarement ce qu'il y a derrière en tant qu'algorithme de notation, etc. Donc ça, c'est un petit peu opaque. Et ensuite, c'est bien d'avoir une note, c'est très bien. Hein. Par contre, le plus important, une fois qu'on a soulevé le problème, comme l'expliquait Thibaut tout à l'heure, il faut des solutions. Et c'est sur ça qu'il faut travailler en amont. En fait, ce que vous ressentez là, c'est un petit peu de l'éco-anxiété, en fait. Vous vous dites, j'ai envie d'agir, mais je ne sais pas comment. Ça va être un frein, ça va être des sacrifices. Et en même temps, si j'agis pas, c'est pas bon pour la planète. Ça, c'est de l'éco-anxiété. Et c'est en partie causé par ça, justement, par ces applis qui nous donnent une note, qui nous jugent, entre guillemets, sans nous apporter les cartes, les clés pour arriver à faire mieux. Nous guider, entre guillemets. Donc il y a une idée d'application et de start-up derrière, je vous la laisse. Thibaut, peut-être?
Et juste pour rebondir là-dessus et pour reprendre un peu le point de vue systémique, on a commencé par dire tout à l'heure que c'est très important d'avoir des gestes, etc. à notre échelle. Et je ne dis pas que ce n'est pas un enjeu, etc. Mais quelque part, on avait déjà défini que le gros du sujet peut aussi être à d'autres endroits. Et donc, commencer à réfléchir à ça. Pas qu'il ne faut pas faire des choses à notre échelle, mais je pense en effet que dans ce cas particulier, c'est une problématique qui a été travaillée. Mais pour pousser la chose un peu plus loin, sur l'éco-anxiété, je pense que c'est aussi une dynamique qu'on nous a apprise. On se remet beaucoup en question sur nos habitudes, nos choix de consommation, etc. en tant que particulier, et c'est important de le faire. Mais il y a une pub qui était très connue aux États-Unis. C'était un Amérindien qui jetait un papier qui voyait un papier qui a été jeté par la poubelle, et la pub disait arrêtez de jeter des papiers à la poubelle. Et en fait, dans la culture américaine, c'était un moment qui a changé beaucoup de choses, parce que on a fait une passation des entreprises aux particuliers sur la responsabilité de l'emballage. Parce que pendant très très longtemps, l'entreprise était responsable de son propre emballage. Coca-Cola venait récupérer ses bouteilles. Et d'un point de vue moral, il y a eu une passation de ça. Et donc, quand on parle de comprendre aussi le problème sous ces différents angles, c'est aller plus loin dans l'analyse, pas juste qu'est-ce que je peux faire, mais aussi quels sont les filaments. Comment marche la machine? Et peut-être commencer à se dire, OK, comment est-ce qu'on change le système? Pas juste comment on cherche des améliorations à la marge dans le système. Comment est-ce qu'on arrive à le changer? Et je pense que ça, on va pas y arriver aujourd'hui, mais on peut commencer en tout cas une réflexion. Raphaël, tu voulais dire un mot aussi? Ouais, je peux que être d'accord avec cette vision, finalement, encore une fois, systémique, quoi. C'est quand on comprend vraiment le système, on arrive à penser au-delà de son échelle individuelle. Mais pour reprendre cette question qui était très, j'ai l'impression, focus individuel, comme tout, il y a une méthodologie. Et le premier pas pour réussir à faire quelque chose qui soit réellement vertueux et qui ait vraiment un impact, au moins à son échelle, c'est de comprendre quel est son impact. Et dans ce cas-là, je trouve qu'avoir une application, donc il y a des limites aussi, mais de réussir à comprendre quels sont les secteurs de son quotidien qui sont les plus impactants, ça permet aussi d'arbitrer, quoi. Il y a un moment, changer l'ampoule en LED, ça ne va pas compenser le voyage en avion pour passer le week-end à Barcelone, clairement, et c'est pas parce qu'on ne prend pas l'avion qu'on peut manger des grillades de viande rouge tous les week-ends sur le barbecue. Enfin bon, et ça permet d'arbitrer les choix et les priorités, quoi. Isabeau, un mot? Oui, finalement, en fait, je ne sais pas si je me suis peut-être éloignée du début de la question, mais l'idée de cette application qui noterait finalement, qui valoriserait les changements d'habitude en montrant ce que ça a comme positif sur l'impact de la planète. Je me dis qu'on n'est pas sur le meilleur moteur d'engagement finalement, parce que à l'échelle de l'individu, ce qui est important, c'est pas nécessairement ce qu'on fait pour la planète. On verrait, sinon tout le monde agirait immédiatement pour la cause écologique. Ce qui importe en fait pour l'individu, c'est ce qui lui apporte à lui. Donc en fait, finalement, si on veut avoir des vrais leviers d'action au niveau de l'individu, si on veut vraiment susciter de l'engagement, il faut d'abord lui montrer ce que ça lui apporte à lui en tant qu'individu, en fait. Donc, arrêtez de parler de sacrifice, arrêtez de dire ces changements de comportement, ces changements de mode de vie sont des sacrifices, et dire voilà, cette modification de comportement va t'apporter ça dans ta vie à toi, tel confort, en fait. Donc, c'est peut-être un peu abstrait, mais peut-être une dimension ludique d'expérimentation dans son quotidien, un nouveau rapport donc à l'alimentation. Ça te permet de savoir comment est produite ta nourriture, donc ça t'apporte des connaissances, ça t'apporte des compétences aussi, parce que tu vas apprendre à faire toi-même les choses. C'est aussi une question d'empouvoirment de l'individu. À un moment de notre civilisation, on est complètement détaché des choses, où on ne sait plus fabriquer un meuble, on ne sait plus faire pousser une tomate. Donc, voilà, moi je pense que
les moteurs d'engagement à ce niveau-là, en fait, plus que l'idée de si tu fais une bonne action pour la planète, c'est d'abord qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, en fait, en tant qu'individu. Merci. Écoutez, ce sera notre mot de la fin. Merci Isabeau. Merci à toutes et à tous. On a débordé un petit peu, donc je pense que voilà. Vous avez des éléments de réflexion. Je pense que c'est retransmis ou que ça sera sur YouTube, c'est ça, c'est confirmé. Donc si vous voulez le revoir ou le transmettre à vos collègues, vos camarades, vos amis, voilà. Merci à tous les quatre. Et puis je vous signale qu'il y a donc une autre table ronde ce soir, c'est à 18h, c'est bien ça, et qu'elle traitera de la vulgarisation et des plateformes de vulgarisation, si je me trompe. C'est bien ça. Bon, j'ai pas fait d'erreur. Voilà, merci et puis bonne fin d'après-midi. Merci à vous.